Benoît Guignard et Victoria Ozer de la société Smart Global Privacy et ils vont nous présenter une solution de conformité. À vous, c'est parti pour 30 minutes et je vous laisse le micro. Bonjour à tous. Société Smart Global Privacy, on a fait le choix d'intervenir avec Victoria qui implémente la solution aujourd'hui pour nos clients via sa société. Donc elle a de nombreux cas clients. On a fait le choix qu'elle intervienne avec nous pour faire un meilleur retour d'expérience possible. On a pris comme cas client, on va vous en parler, un client dans le domaine de la santé qui traite donc des données sensibles, un peu plus complexes que d'autres secteurs d'activité. Voilà, je laisse la parole à... Tout à fait. Donc, je travaille en étroite collaboration avec Benoît Guignard, fondateur et CTO de la solution Smart Global Privacy. Et le thème de cette conférence aujourd'hui, très en lien avec le thème du FIC, ça va être de voir comment la solution va permettre de replacer l'humain dans le processus de conformité au cœur de son métier. C'est pour ça que j'ai choisi de parler de la santé. D'abord parce que c'est un sujet que je connais très bien et ensuite parce que les risques étant très importants dans ce domaine-là, les tâches de conformité sont décuplées, le temps de travail qui est demandé aux professionnels est décuplé et donc l'utilisation de ce type de plateforme dans ce type de secteur, et notamment pour tout ce qui est données sensibles, est particulièrement percutant. Je vais faire une brève présentation sur qui on est. Certains nous connaissent, je vois des clients et des partenaires dans la salle. On est une solution, on y tient beaucoup, on est une solution française présente dans 17 pays, c'est-à-dire qu'on a des filiales aujourd'hui un petit peu partout dans le monde. On représente une quarantaine de pays, nos clients sont dans une quarantaine de pays dans le monde. On est accéléré par la Commission européenne, par le biais de IT Digital, qui nous a choisi en 2019 comme scale-up. Et on a des principes assez forts qui constituent un petit peu notre ADN, donc la sécurité, la confidentialité, la transparence, avec notamment toutes les garanties qu'on va être capable de vous apporter, notamment sur les aspects sécuritaires dans la solution. C'est aujourd'hui une solution qui est reconnue comme les plus sécurisées, notamment parce qu'elle est qualifiée par une société certifiée PASI. Également après des cadres certificateurs comme la protection des données chez la fac, qui va permettre donc plutôt pour notre groupe de sensibiliser l'aspect activité, solution et personnel sur la notion de données à caractère personnel, même si on en traite finalement nous pas énormément, mais c'est quelque chose évidemment qui est primordial dans notre solution. Notre cœur de métier, on a été créé il y a 3 ans maintenant, on a traité la privacy. On est capable aujourd'hui de traiter tous les aspects sécuritaires et toutes les conformités. Donc on est plutôt sur un aspect gouvernance. Les derniers benchmarks nous ont positionnés dans les top leaders, notamment en termes de fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on va le voir, on va voir une partie aujourd'hui. On n'aura pas le temps évidemment de tout dérouler. On a énormément de fonctionnalités qui permettent donc de traiter différents sujets et qui nous permettent donc d'accélérer la conformité sur ce sujet. On a, donc je vous l'ai dit, 17 pays. On a aujourd'hui 3000 responsables de traitement qui utilisent la solution un petit peu partout dans le monde et elle est disponible aujourd'hui dans 10 langues. C'est une solution SaaS donc qui est déployable dans différents types d'infrastructures. Tous les types d'infrastructures aujourd'hui sont possibles. Donc on parle beaucoup de code public, notamment sur du Azure Stack ou tout type de cloud. On peut faire aussi du cloud privé, du cloud hybride et on peut partir sur une solution on-premise. Donc après, ça va dépendre de votre maturité, de l'infrastructure que vous avez. L'idée étant de déployer la solution dans un environnement le plus sécurisé possible. Donc après, c'est des choix, je dirais, propres à chaque client. Donc la solution Smart Global est particulièrement intéressante dans la mesure où la plateforme va permettre la convergence de la gestion des risques au regard des différentes réglementations. Aujourd'hui, toutes les sociétés qu'on connaît tendent à se faire certifier ISO 27001 pour donner des garanties de leur sécurité, ça depuis des années. Maintenant, le RGPD vient compléter ces référentiels-là par des obligations réglementaires. On a un tas d'autres réglementations nationales et internationales qui viennent s'interposer. Et l'intérêt de cette plateforme est qu'elle va pouvoir justement mettre en place des workflows de conformité pour permettre justement de respecter cette gestion des risques et surtout de l'optimiser, puisqu'à avoir réglementation sur réglementation, ce sont des mesures qui sont démultipliées et qui demandent de plus en plus de temps aux organisations, tant qu'elles n'ont pas, puisque très souvent, ça n'est pas leur cœur de métier.
Donc, comme nous allons le voir, la plateforme permet d'automatiser un certain nombre de points et surtout de fluidifier la conformité sur l'ensemble des volets en respectant un mécanisme qu'on connaît très bien d'assessment, de contrôle et derrière d'amélioration continue sur tout type de référentiel qui pourrait aller jusque l'anticorruption dans le cadre de Sapin 2 par exemple. Ce qui est important de comprendre, la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui, elle sera assez neutre, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler uniquement de la privacy ou du RGPD. On va aborder la notion, comment fonctionne la solution en fait en termes d'analyse de risque, en gestion de risque, quelles sont les fonctionnalités qui existent, peu importe le type de référentiel. On a effectivement des points de convergence forts aujourd'hui entre l'ISO et le RGPD. On va l'avoir avec des certifications comme l'AFNOR ou autres avec le RGPD, également sur Sapin. Donc l'idée, c'est vraiment de construire une solution qui permet de gouverner les réglementations ou les référentiels que votre organisation traite de manière le plus simple possible pour passer en fait le moins de temps possible dans la mise en œuvre des mesures. Quand on met une mesure en place, l'idée c'est de se dire j'ai une mesure par exemple sécuritaire, je vais le faire à la fois pour du RGPD, à la fois peut-être pour du consentement qui concerne CCPA ou e-privacy. Et puis si j'ai une certification en cours ou que je suis déjà ISO 27001, on va bien évidemment éliminer automatiquement toutes les mesures qui auront déjà été mises en œuvre. Donc je vais reprendre sur la conformité dans le secteur de la santé, dont on entend beaucoup parler, et notamment du fait des nouveaux décrets qui ont été lancés par la DGOS en début d'année. Ce qu'on savait déjà, c'est que c'est un secteur dans lequel il y a une pénurie de ressources, et donc les acteurs du soin, qu'ils soient médecins, infirmiers, aides-soignants ou gestionnaires parfois pour des gros établissements, n'ont déjà pas forcément le temps d'adresser tous les soins et de la manière qu'ils le souhaiteraient, alors qu'aujourd'hui, le secteur et le régulateur leur imposent de plus en plus de réglementations. Notamment, le RGPD en fait partie, mais on a aussi toute la réglementation HDS qui est connexe sur l'hébergement des données de santé et qui nécessite tout d'abord une certification ISO 27001, etc., etc. Et ceci ne va faire que croître du fait de l'implémentation de l'IoT et des objets connectés qui sont bien sûr évidemment nécessaires à l'amélioration du soin et dont on voit tous les bénéfices, mais qui vont augmenter la surface de risque au sein du système d'information des établissements de santé ou médico-sociaux. Donc cette donnée de santé, c'est une donnée sensible. Dans le cadre de la conformité au sens large du terme, on a choisi de traiter ce sujet-là parce que il était plus facile de l'illustrer, mais on pourrait tout à fait le prendre au sein de la plateforme pour tout type de données, les données stratégiques de l'entreprise, les données financières et autres. Le principe est le même, étant de protéger cette donnée-là et d'assurer qu'elle soit confidentielle, intègre, traçable et disponible. La particularité de cette donnée de santé, c'est que quand on la traite et qu'on la diffuse potentiellement ou qu'on la modifie, les risques sur la vie privée vont être augmentés pour la personne concernée. Donc les obligations sont renforcées et ce qui se passe, c'est que pour se rendre conforme et protéger cette donnée, on va avoir un certain nombre de mesures, qu'elles soient organisationnelles, juridiques ou techniques, à implémenter, qui sont très nombreuses et qui sont très souvent éloignées des métiers du soin, qui devraient plutôt venir se concentrer sur un apport métier et un contexte local pour répondre aux enjeux de conformité. Et c'est là que Smart Global et la plateforme interviennent pour justement replacer le soin ou tout type de métier au cœur de son métier en apport plutôt qu'en contrainte et en temps supplémentaire. Vous le verrez pourquoi après. Donc c'est un cas client qu'on a anonymisé dans le domaine de la santé, mais qui est reproductible, en fait, qui est applicable à n'importe quel type d'organisation. L'idée, c'est de bien comprendre en fait le schéma et le contexte dans lequel il a commencé sa mise en conformité, avec l'utilisation dans la foulée donc, de la solution, et de comprendre les enjeux et également la charge de travail que ça représente de travailler avec une solution versus, on va dire, que de l'humain. On fera un aparté point par point pour bien vous expliquer la différence en fait entre le temps humain qu'il y aurait et les automatismes qui sont en place dans la solution, qui vont permettre donc d'accélérer la conformité, mais aussi également de mobiliser moins de ressources dans le groupe, l'organisation. Tout à fait. C'est un client qui est un groupement d'établissements dans le domaine du soin et de la santé, et comme vous pouvez le constater, plus d'une centaine d'établissements.
Donc avec des outils classiques de gestion de la conformité de type bureautique, Excel, PowerPoint et Word, pour eux ça aurait été un petit peu compliqué de pouvoir justement centraliser l'ensemble des informations, pouvoir les maintenir à jour sans passer des heures et des heures à vérifier les versionnings des documents, à les renvoyer, à les stocker, à vérifier qu'ils sont bien sécurisés et autres. Et c'est pour ça que dans leur étude avant 2018 sur leur mise en conformité au RGPD qui allait s'imposer à eux, ils ont décidé d'anticiper en prenant cette plateforme pour développer et déployer en interne leur conformité et surtout essayer de gagner du temps. Donc un temps qui est très relatif puisque 18 mois après, comme vous pouvez le constater, on évalue que la mise en conformité de l'ensemble des structures n'est qu'à ou est déjà à 75%. Je vous laisse juger sur ce point-là. Mais il y a un réel travail qui a été effectué puisqu'on a aujourd'hui 42 traitements qui sont identifiés, qui ont été qualifiés et audités au travers de la solution, dont à peu près 80% sont des traitements de données de santé et qui vont requérir des analyses particulières, notamment en matière d'études d'impact sur la vie privée. Donc c'est un travail considérable pour l'ensemble de ces traitements. Et pour vous donner une petite idée, suite aux audits qui ont été menés, il y a à peu près 1200 tâches d'action de conformité sur les 3 volets, que ça soit de l'organisationnel au sein des services, que ça soit du juridique par la revue de clauses ou autre, ou que ça soit en matière technique, en matière de cloisonnement des bases de données ou de sécurisation des serveurs. On a à peu près 1200 tâches référencées qu'il va falloir répartir sur l'ensemble des intervenants qui seront en capacité de les traiter. Tout ceci a été réalisé à partir de l'outil. Vous verrez après dans la démonstration exactement comment ceci se concrétise. Mais le mécanisme qui est au sein de la plateforme a permis justement, par un mécanisme d'intelligence artificielle, de générer les questionnaires, donc d'accompagner les métiers du soin dans la qualification de leur traitement, dans le renseignement des informations et derrière dans la gestion de leurs risques par l'apport de mesures associées et notamment via un outil de veille qui vient scanner les référentiels jurisprudentiels et autres qu'on connaît de l'ANSSI, de la CNIL et autres, pour venir recommander en première intention les recommandations les plus adaptées au métier. Donc à ce stade, on estime globalement qu'avec sans la solution, le travail de mise en conformité pour l'ensemble des métiers aurait représenté à peu près 570 jours hommes de travail, à la fois en production de documents, en qualification des traitements, en revue, en construction par exemple des questionnaires d'audit et d'études d'impact sur la vie privée et derrière en recherche par les métiers concernés de recommandations qui seraient à la fois techniques, juridiques et organisationnelles. Alors que là, le bilan à 18 mois de travail, c'est qu'avec la solution, on a 70 jours hommes de travail, des métiers qui sont venus en complément de la solution apporter leur regard métier et une certaine expertise. Pour vous donner juste un petit exemple, ce qui va se passer pour un DPO de structure, c'est que son responsable de traitement sur un projet donné, par exemple un hôpital qui voudrait implémenter un tapis de sol connecté qui va détecter les chutes, va être obligé de mener une étude d'impact sur la vie privée parce que on imagine assez aisément que pour pouvoir détecter une chute, il va falloir détecter un mouvement et donc potentiellement géolocaliser quelqu'un pour être en capacité derrière de pouvoir venir lui apporter du soin. Néanmoins, la donnée va transiter par le sol, par l'application, le capteur qui détecte la donnée, elle sera hébergée sur un serveur et toute cette chaîne de sous-traitance va devoir être auditée pour qu'on vérifie que cette donnée soit bien protégée. Là, ce qui va se passer, c'est que la plateforme va guider justement le chef de projet dans son audit en DPIA et derrière, le DPO ne viendra que valider les recommandations qui sont générées par la plateforme au regard des différentes réglementations qui vont dire par exemple, en matière de géolocalisation, il y a une réglementation particulière, c'est une donnée sensible et donc vous devez appliquer telle chose, telle chose, telle chose. Et le DPO n'a plus qu'à dire, dans le contexte de mon organisation, je vais appliquer la référence de telle façon au regard du matériel que j'ai dans l'entreprise ou des équipes que je peux avoir autour de moi. Donc le temps humain est quand même considérablement replacé autour de l'expertise humaine et du métier du client plutôt que sur des actions à faible valeur ajoutée.
Pour préciser un tout petit peu cette charge, on a à peu près 55 jours métiers et 15 jours de conseil d'un cabinet qui les a aidés à piloter justement cette mise en conformité et, comme on le voit sur la slide, à les aider à organiser leur campagne de communication, de sensibilisation et également derrière à dérouler les premiers PIA sur les traitements qui étaient les plus sensibles. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a évoqué certains aspects techniques. Il y a énormément de technologies derrière, donc le but n'étant que ces technologies soient utilisées pour automatiser au maximum la solution et apporter les bonnes préconisations. On a dans toutes les fonctionnalités, en fait, on aura toujours un workflow qui sera soit transparent, c'est-à-dire que vous en auriez pas forcément accès aux connaissances, qui va automatiser ce système et qui va permettre aussi de piloter et de gérer la notion de risque dans la solution. Donc il y a certains, on va le voir, on va voir trois risques aujourd'hui. Il y a certains risques comme par exemple l'analyse sur le PIA, dans lequel on va donner la main à la fin, dans tous les cas, au DPO ou à la personne qui le fait pour avoir le contrôle et la décision finale. Et après, il y a d'autres risques qui vont suivre des modèles un petit peu différents qui, dans tous les cas, permettront de savoir s'il y a un risque qui est avéré ou non par rapport à ce qu'on va faire dans la solution. Le modèle de workflow et la gestion du risque, il va suivre toujours le même process. Dans le cadre du PIA, on suit la méthode EBIO-CRM qui est préconisée par la CNIL. Donc on va avoir des process assez, je dirais, simples ou connus qui vont permettre d'évaluer ce risque. On va toujours avoir ces quatre étapes avec donc une étude préalable sur le besoin, avec l'identification donc de l'impact et des occurrences qui vont concerner ce risque en question, donc que ça soit, on va le voir, sur une violation, un PIA ou un risque de sous-traitance par exemple, qui va permettre donc de déterminer ce risque. Et en fonction de la détermination de ce risque et de sa gravité, s'il est avéré ou non, on va prendre un certain nombre de mesures, on va préconiser des mesures pour à la fois traiter ce risque, mais aussi pour plus qu'il se reproduise par la suite. Alors pour compléter un petit peu ce que dit Benoît sur ce point-là, là on prend vraiment l'exemple de l'étude d'impact sur la vie privée, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plateforme permet de gérer tout type de risque. Donc typiquement, le client serait un OIV, un opérateur d'importance vitale. Il aurait un risque de sûreté. C'est le risque de sûreté en fonction du référentiel utilisé par le client qui pourrait être évalué par l'outil en amont du projet. On va prendre un exemple très concret qui va permettre de comprendre un petit peu comment ça fonctionne sur des aspects sécuritaires assez classiques des DCP. On va avoir des données à caractère personnel, on va avoir des mesures qui devront être appropriées. Donc ça, c'est ce qu'on doit mettre en œuvre dans le cadre de notamment par exemple la FAC, d'un ISO 27001 ou du RGPD. Dans tous les cas, chacun va avoir son propre référentiel. La FAC a le construit le sien, l'ISO a son référentiel. Le RGPD, on a le nôtre, il y en a d'autres qui arrivent. Dans la RGPD, on a 4 articles qui vont aborder ce point-là. Dans le cadre de l'ISO, ça va être le 6.1.2 sur l'ISO 27001. L'idée étant en fait donc de mutualiser et d'analyser ce risque pour prendre un certain nombre de mesures. Donc là, on a mis l'exemple de Troem, un filtre de confidentialité s'il y a des personnes ou des commerciaux qui travaillent avec des données confidentielles, des mesures sécuritaires ou autres. L'idée, donc, c'est vraiment de déterminer quelles sont les mesures les plus adéquates par rapport à un contexte, de bien l'appréhender, de bien déterminer quel est ce risque, de l'identifier en amont et d'avoir des mesures fortes dans lesquelles on va pouvoir justifier pour aborder la notion de traçabilité, de comptabilité dans le cadre par exemple du RGPD pour, si demain, dans le cadre d'un contrôle, pouvoir justifier qu'il y a bien une analyse qui a été faite avec des mesures qui ont été mises en place par rapport à un référentiel qu'on va maintenir. Donc la grosse différence avec d'autres solutions, c'est que les référentiels qu'on a sont maintenus en permanence, ce qui va permettre de constituer une veille juridique et sécuritaire assez forte. Ce qui veut dire que si on a pris un certain nombre de mesures dans un environnement précis, par exemple dans le cadre du RGPD pour la France, et que demain l'Allemagne a une réglementation locale qui change, on va alerter via le système en disant attention, il y a une mesure qui a été prise à tel instant dans le temps et on va lui dire il y a eu une modification qui a telle conséquence par rapport à tel traitement qui a été déclaré à un certain moment. Donc on va maintenant vous présenter 4 facettes de la solution au travers de 4 problématiques fortes en domaine de la gestion des risques qui sont traités par la plateforme. Tout d'abord, nous allons vous présenter ces apports-là au regard de l'humain en matière de gouvernance. Dans le secteur de la santé, si on reprend l'exemple du début, on a un groupement d'établissements avec potentiellement un DPO qui gère l'ensemble des établissements et qui va avoir des DPO délégués dans l'ensemble des établissements qui parfois sont en région,
qui parfois sont outre-mer ou autres, et avec qui il va devoir se coordonner pour pouvoir justement établir cette conformité. Ça, c'est le côté des PO. Pour autant, d'un point de vue responsable de traitement, les équipes qui vont déployer la conformité et renseigner les éléments de preuve dans l'outil peuvent être tout autant dépendantes de positions géographiques ou autres. Donc on voit d'abord dans un premier temps la plus-value de l'outil par justement la coordination des acteurs au sein de la structure, mais également par la coordination de la gouvernance et l'attribution des rôles et des accès au sein de la plateforme. Il y a une question effectivement que beaucoup nous posent, on l'a posée il y a encore pas moins de 20 minutes, c'est comment par rapport à la gouvernance des données que j'ai actuellement ou le mode d'organisation que j'ai en fonction du nombre d'entités, des utilisateurs et de leurs habitudes, comment je peux implémenter en fait ce schéma de conformité ou de gouvernance dans le système actuel. Donc la réponse, ça va être, la réponse c'est oui, la gouvernance actuelle et enfin les habitudes que vous avez dans votre organisation, vous allez pouvoir les redéployer dans la solution. Ça fera vraiment le premier travail qu'on va faire, c'est comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Est-ce que vous avez des entités qui sont partout dans le monde? Est-ce que c'est que européen? Est-ce que vous avez différentes réglementations? On va gérer donc toute cette notion de groupe et d'entité liée aux responsables de traitement. On va configurer par rapport aux 92 modules qu'on a dans la solution des logiques de profil airbag avec le moindre privilège dans lequel tous les profils pourront être configurables en donnant accès en fait à l'ensemble des utilisateurs ou aux différents profils métiers, que ce soit RH, marketing, juridique, sécuritaire ou autre. Donc accès uniquement aux parties dont ils ont besoin pour piloter et gouverner donc l'ensemble des réglementations de protection des données le mieux possible. Ces profils airbag, on va les retrouver un petit peu partout, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fera quelque chose dans la solution, que ce soit comme là dans le cas d'une déclaration d'un audit de traitement, on va toujours avoir 3 contrôles, hein, l'assigné qui est en charge en fait de la tâche dans le cas ici, qui sera le validateur et qui sera après la personne qui contrôlera, toujours dans une logique de contrôle maximal de traçabilité par rapport à tout ce qui va être fait dans la solution. Donc la gouvernance, c'est un élément important, c'est un élément déclencheur en fait, qui va permettre de bien piloter la conformité. Donc c'est pour nous une des étapes clés en fait, dans lesquelles on veut bien comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous fonctionnez, quelles sont vos habitudes, quels sont les pôles ou les personnes qui vont intervenir dans le cadre de la mise en conformité, que ce soit des pilotes, que ce soit des DPO relais, des référents. Donc vraiment identifier tous ces profils pour les configurer dans la solution, pour qu'on ait une visibilité et une traçabilité la plus complète possible. Donc les workflows vont être présents un petit peu partout. Là évidemment quand quelqu'un signe, il y a un validateur derrière, quand la personne valide, il va y avoir quelqu'un qui va contrôler derrière. Donc c'est des choses qui sont statiques dans la solution, mais ces petites logiques de workflow avec des gestions de gouvernance et de profil va être vraiment omniprésente et va être présente dans l'ensemble des fonctionnalités de la solution. Juste pour conclure sur cette partie-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans la définition des rôles, on va pouvoir réellement s'adapter à l'organisation et celle-ci va pouvoir définir différents profils, comme l'a dit Benoît, qui pourraient être liés également aux différents domaines d'expertise. Donc on pourrait avoir un profil RSSI par exemple, un profil qualiticien, et très souvent ces profils-là sont amenés à traiter une partie de la réglementation RGPD par exemple, mais également tout type d'autres gestions de risques, et notamment tout ce qui est ISO 9001 et ISO 27001, et ça permet de pouvoir capitaliser sur le travail qui est fait sur certains référentiels pour pouvoir le dupliquer derrière. Et notamment, si vous êtes habitué à faire une analyse de risque produit régulière dans le cadre de l'ISO 27001 et que vous souhaitez implémenter un certain nombre de références RGPD dans votre analyse de risque pour respecter le Privacy by Design, vous n'avez qu'à ajouter vos questions dans le formulaire précédemment rempli par le profil qualité, ce qui vous fait gagner énormément de temps puisque derrière, les questionnaires sont générés automatiquement et vont générer les mesures associées en complément de ce qui était déjà fait. Donc là, encore une fois, l'humain reprend le dessus et s'appuie sur la machine pour créer de la vraie valeur ajoutée et derrière de la réflexion humaine sur le produit et sur sa connaissance propre. Concernant, on va prendre donc 3 exemples de risques en fait, dans l'ensemble des référentiels ou du RGPD. Le premier étant le PIA, qui est évidemment un des points essentiels avec, on va voir la violation des données et puis la gestion et le risque de la sous-traitance. On va retrouver toujours cette partie audit, analyse, compréhension par rapport à un environnement clé. Donc là, on est dans le cadre du traitement de données. On va effectuer donc cette analyse d'écart pour sortir toujours un plan d'action et piloter en fait ce risque au maximum.
On va commencer, donc évidemment il faut renseigner le traitement, c'est un élément clé. Une fois que le traitement va être dans la solution, va être saisi par rapport à un contexte précis, donc on peut avoir des traitements qui peuvent être partagés, soit avec une co-responsabilité, ça peut être un traitement qui peut être en tant que sous-traitant, qui peut être en tant que responsable de traitement. On va donc déclarer en fait dans la solution ce traitement qui va permettre donc de l'auditer. Donc l'audit, ça va être assez simple, hein. C'est des questions en fait qu'on va vous poser par rapport à ce traitement dans son contexte pour bien comprendre quelle est la finalité de ce traitement, quels sont les acteurs dans ce traitement, quelles sont les données qui sont concernées, sous forme de questions au maximum fermées pour avoir une restriction assez forte et puis pouvoir avoir une décision plus facile avec des automatismes plus complets. Donc ce n'est pas le cas de toutes les questions parce qu'il y a des questions évidemment dans lesquelles on a besoin d'avoir des justifications. Donc là on entrera dans une partie un peu plus, comme disait Victoria, humaine, dans laquelle le DPO va décider par rapport à la mesure qui a été précisée quel est le champ d'action. Ce traitement il va être après automatiquement analysé par la solution. C'est-à-dire qu'en fait on va avoir la vérification de tout l'ensemble des automatismes et du questionnaire avec une mise à jour de l'ensemble des tâches et du statut qui vont générer donc des sous-audits. Donc on va avoir 7 audits derrière, enfin au complet 7 sans le PIA. Donc des audits organisationnels, des audits plutôt juridiques, plutôt sécuritaires. On va notifier automatiquement le DPO en fonction des éléments de réponse qui ont été mis. On va créer automatiquement par rapport au référentiel des mesures qui vont permettre donc de générer le plan d'action. Là, dans le cas, on parle du PIA. Donc le PIA, en fonction des éléments de réponse, donc on respecte les règles qui se font aujourd'hui avec le DPB ou avec la CNIL qui sont préconisées, à savoir X éléments déclencheurs qui vont décider qu'il y a un risque qui est avéré par rapport à ce traitement. Donc la solution va automatiquement détecter qu'il y a un risque précisément sur ce traitement. Ça va proposer et ça va forcer par défaut l'ajout du PIA dans la phase d'audit. Donc on va se retrouver non plus avec 7 audits à réaliser, mais on va avoir 2 audits supplémentaires qui vont aborder les aspects résiduels, donc vraiment les notions de PIA, dans lesquelles on devra répondre point par point, dans lequel le DPO donc, aura un droit de regard et devra valider manuellement. Donc on va préconiser, puis on va renseigner un certain nombre de tâches. Donc là, par rapport à ce qui a été répondu, on a une tâche automatiquement qui a été créée, donc qui est à validation du DPO, dans lequel on va dire voilà, ça concerne la sous-traitance au niveau des représentants légaux. Il y a une recommandation par rapport au règlement au RGPD et on va avoir des différents points de recommandation à mettre en œuvre par rapport à cette tâche. Avec donc, une priorité, un risque toujours préconfiguré dans l'outil que le DPO est totalement libre en fait, de modifier en fonction de son contexte si l'outil en fonction de l'outil, du traitement ou du contexte a mal été évalué. On va toujours laisser la main en fait, on va automatiser au maximum mais essayer de laisser la main toujours au DPO ou au décideur final ou au validateur ou au contrôleur pour que en fonction du contexte on puisse prendre la meilleure décision possible. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur cette partie-là, c'est-à-dire que l'outil est vraiment au service de l'humain et donc le DPO ou bien l'utilisateur responsable de traitement va réellement être guidé dans sa réflexion. Il n'a plus besoin de mobiliser des compétences pour aller chercher les référentiels en place, les mesures, etc. Et au travers des audits qui sont générés, la plateforme génère des mesures. Et là, le DPO va intervenir en validateur, mais surtout en relecteur de la mesure et pouvoir apporter son contexte local. Si par exemple, la mesure qu'on a vue précédemment était identifiée, éventuellement les pays hors UE qui pourraient être impliqués dans le traitement de données et que le DPO a connaissance de 2 pays en particulier entre lesquels il faut choisir, dont un est recommandé par la Commission européenne et pas l'autre, il viendra réellement en validation et en complétude de ce que va pouvoir générer la machine au regard des référentiels qui serait quand même très chronophage d'aller chercher régulièrement pour trouver la mesure la plus adaptée. Donc encore une fois, grâce à la génération des audits et derrière des plans d'action, l'humain gagne énormément de temps et de valeur ajoutée et permet de mettre en avant sa plus-value métier. Donc le plan d'action, c'est la phase finale, hein, ça va être là où on va rentrer dans vraiment la mise en œuvre opérationnelle au sein de l'organisation par rapport aux mesures. Donc là, on retrouve la tâche qui a été validée par le DPO avec une tâche, donc une action qu'il faudra mettre en œuvre dans l'organisation, qu'on pourra affecter à une personne en fonction du bon service qui est automatiquement scoré pour gérer les priorités en fonction du risque qui est derrière.
Concernant la partie sous-traitance, on va avoir exactement la même logique. Il faut savoir que dans notre solution, on a un module qui s'appelle Cascade, qui en fait permet à l'ensemble de toute la sous-traitance. Donc vous allez renseigner dans votre registre de sous-traitants. Je vais le montrer directement parce que les minutes sont comptées. On a donc un registre de sous-traitance dans lequel on a également un registre tiers, on a un registre de co-responsabilité dans lequel on va mettre en fait les responsables de traitement. Donc on va les saisir dans l'outil et on va automatiquement activer des comptes gratuits en fait à destination de ces sous-traitants, qui vont faire en fait exactement ce que vous faites vous. Ça veut dire qu'ils vont vous donner une visibilité sur comment ils agissent au niveau des traitements, ce qu'ils font, quelles sont les mesures qu'ils mettent en œuvre, quels sont les audits qu'ils réalisent. Donc ils auront le choix pour certains sujets, comme par exemple les audits, ils pourront accepter ou non de vous les mettre à disposition. Les mesures, ça sera obligatoire. Tout ce qui est contractuel, tout ce qui est analyse de risque sera automatique et obligatoire. Au même titre que les audits, toutes les phases qu'on a vues pour une organisation, en termes de sous-traitants, on aura exactement la même chose. Donc il va faire vraiment sa mise en conformité par rapport au traitement de données qui vous concerne en tant que RT. Et on va après mutualiser cette connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, si on a 10 clients qui ont tous, admettons, Microsoft Azure ou OVH, on va mutualiser en fait ce risque de conformité par rapport à l'ensemble de nos clients, de ce sous-traitant précisément, pour en fait évaluer si le risque est plus fort. Donc il y aura deux risques, il y aura un risque de il y aura un état d'avancement par rapport à sa propre conformité et il y aura un scoring par rapport au risque en fait vis-à-vis des traitements qu'il va traiter et de la conformité qu'il a par rapport à son statut à un moment clé. Ce sont des indicateurs qui vont permettre quand même aux responsables de traitement d'arbitrer derrière éventuellement et d'avoir les bons indicateurs pour prendre la bonne décision sur quel sous-traitant il emploie et également en cas de nécessité pouvoir potentiellement en changer si nécessaire. La violation des données, c'est un troisième risque aujourd'hui qui est clairement identifié, dans lequel on a la même logique, toujours d'analyse, d'études, d'évaluation pour maîtriser au maximum ce risque. Donc avec toujours si j'ai une violation de données, quelles sont les mesures que je n'ai pas prises ou que j'aurais dû prendre pour après toujours remédier à cette gestion de risque avec une analyse d'écart entre différents risques. On va voir au même titre que les registres de sous-traitance de tiers, de co-responsables, de traitement ou autres, un registre de violation qui va en amont nous poser un certain nombre de questions pour automatiquement analyser donc quelles sont quelle est en fait la nature du risque par rapport à cette violation. Est-ce que c'est un risque qui est avéré? Est-ce qu'il est grave? Est-ce qu'il y a des données à caractère personnel en fort volume? Est-ce qu'il y a un faible volume et c'était des données très sensibles? Donc l'idée c'est vraiment de poser des questions assez simple, de scorer et après de donner des préconisations et des mesures en fait en fonction de ce risque pour qualifier en fait cette violation de données et tout simplement donc lancer toujours de la même manière un plan d'action en fonction de la gravité du caractère identifiant des données qui ont été mises en cause, en fonction du préjudice et en fonction également du délai ou du risque global, donc de la gravité. On va évidemment, si on a dans le même instant deux violation de données qui concernent des aspects différentes, on va traiter les deux évidemment, mais on va traiter en priorité celle qui est maximale. Donc l'idée c'est d'avoir un registre en fait avec une traçabilité toujours, un plan d'action et des mesures en fait qu'on va mettre en œuvre pour traiter donc ce risque en fait et cette violation de données. On a fait le choix, donc on n'avait qu'une petite demi-heure, donc on ne peut pas aborder évidemment tout. Donc on a fait le choix vraiment de se focaliser sur l'aspect risque sécuritaire et multi-réglementaire. Vous l'avez vu, certains connaissent. On a aujourd'hui, donc on a vu un petit peu les traitements, le plan d'action, toute la gestion des tiers. Après, on a également toute la notion de maintien, donc avec tout ce qui est le consentement marketing, consentement des cookies, tout ce qui est violation, les demandes d'exercice. Donc on a tous ces petits modules en fait qui vont respecter un petit peu de la même manière qu'on vous a montré toutes ces gestions de workflow, d'automatisme et de gestion de risque par rapport à des éléments. On aura après donc des notions transverses également de comptability, de traçabilité. Global à tout ce qui va être fait dans la solution pour surtout avoir connaissance de tout ce qui a été mis en œuvre et surtout après prendre les mesures de manière automatique pour vous alerter en fait automatiquement sur des aspects sécuritaires, organisationnels ou juridiques pour vous dire vraiment ce que vous devez faire quand, à quel moment et sous quels critères. Pour conclure, voilà, donc c'est un petit peu les trois aspects. Donc les grandes étapes, vous les connaissez. L'idée c'est vraiment de vous montrer qu'il y a des points de convergence. Peu importe la réglementation, peu importe le référentiel, dans tous les cas, il y a des points de convergence, il y a des points communs sur des aspects sécuritaires, sur des aspects d'analyse d'écart, de conformité, avec trois grandes phases, vraiment l'évaluation en amont, l'analyse d'écart et la mise en conformité, puis après le maintien, dans lequel on va voir donc
tous les modules en fait, qui vont permettre d'agir sur ce que je viens d'évoquer, notamment sur les demandes d'exercice, de violation, de maintien par rapport à l'organisation. Merci beaucoup. Merci. On peut les applaudir. Peut-être une ou deux questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Pas de questions. Pas de Bien, question. bah écoutez, merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Je rappelle Victoria Hauser et Benoît Guignard pour votre présentation. Et on peut vous retrouver peut-être au stand de F1915. C'est ça. Ça pour continuer les échanges. Merci à tous.